Sylvie, j'ai terminé. Si vous êtes prête, moi, je vais tout simplement m'éclipser et vous écouter avec plaisir. Merci beaucoup. D'abord, je remercie Hello Formation de me donner l'opportunité de m'exprimer sur cette expérimentation qui a mis en œuvre une opération de stimulation urbaine dans le centre-ville de Pointe-à-Pitre. Je vais vous en dire plus dans quelques minutes. Comme vous le rappeliez, oui, je suis architecte urbaniste. J'ai eu une expérience durant mon parcours professionnel auprès des SEM. Donc, j'ai beaucoup travaillé aux côtés des maîtres d'ouvrage. Je commençais avec donc une SEM locale, la Société immobilière de la Guadeloupe, puis comme directrice de l'aménagement et de l'urbanisme à Cap Excellence, donc communauté d'agglomération regroupant les 3 villes principales de la Guadeloupe. Et actuellement, je suis en poste comme directrice de cabinet auprès du maire de Pointe-à-Pitre, où je l'accompagne aussi dans la mise en œuvre du développement de ce beau territoire qu'est la ville de Pointe-à-Pitre. Voilà. On peut commencer. On va parler aujourd'hui de stimulation urbaine. De quoi s'agit-il? Alors, cette expérimentation, alors attendez, il faut que j'arrive à... D'accord, ok. Donc, le contexte de départ, tout démarre dans un contexte de quartier ou bien de contexte urbain qui est en mode dégradé. Donc, que veut dire pour nous le mode dégradé, à Pointe-à-Pitre en particulier dans ce quartier? On est dans un quartier donc prioritaire du contrat de ville qui cumule, on va dire, tous les dysfonctionnements possibles et imaginables dans ce type de quartier. Donc, l'opération a démarré en 2014. 2014, on est dans un contexte très particulier où le quartier a connu une désertification et se retrouve avec moult espaces complètement délaissés, avec des maisons qui tombent en ruine, beaucoup de parcelles abandonnées qui servent de décharge à ciel ouvert parce que tout simplement les personnes délaissent et maltraitent ces espaces. Et le quartier qui a été vidé de ses habitants d'origine pour diverses raisons. D'abord, ce climat qui est arrivé tranquillement mais sûrement de tensions sociales a éloigné les populations. Les maisons ont été abandonnées par les familles, notamment parce que les jeunes sont partis ou faire des études ou ailleurs, et ces maisons en indivision, au fur et à mesure, sont tombées en ruine. Beaucoup d'entre elles sont parties en fumée. Et donc, en 2014, au démarrage de l'opération, on se retrouve vraiment dans un contexte social et urbain très défavorable. Voilà, je vous ai mis quelques éléments enfin, qui donnent une idée de ce qu'on vivait sur place. Donc, présence d'un nombre important de dents creuses, comme je disais. Toutes ces maisons abandonnées donnent l'opportunité aux différents trafics de s'installer. Donc, le quartier est envahi progressivement par la drogue et la prostitution. Quand je dis ça, ça veut dire que c'est des bandes de dealers qui avaient pris possession véritablement du quartier. Beaucoup de maisons aussi sont squattées et régulièrement on doit faire face à des incendies. Et très rapidement, même les personnes qui habitent dans le quartier se sont enfermées chez elles. Les activités ont fui le secteur. En plus, ça a été un petit peu accéléré parce qu'il y a une zone franche, deux zones franches. Une zone franche qui était disposée de part et d'autre du quartier. Donc, ça a en plus aspiré l'activité qui y était. Et bien sûr, un sentiment d'insécurité très fort s'est installé.
Alors, il faut savoir que historiquement, c'était un quartier qui était très animé, où il y avait une ambiance de bon voisinage assez importante et qui accueillait volontiers toutes les professions libérales, médecins, avocats, voilà. Et je pense que vers les années 90, en fait, on a eu l'arrivée du crack qui a commencé vraiment à avoir des effets néfastes sur l'ambiance générale. Et ensuite, on a eu euh, une espèce d'abandon des politiques publiques sur ces quartiers. Celui-là n'est pas le seul, mais sur Pointe-à-Pitre et sur celui-là en particulier, où au bout de quelques années, eh ben, la population ne se reconnaissait plus. Et c'est ce qui a donné lieu à une mobilisation donc d'une association en particulier dont j'étais présidente à l'époque et qui s'occupait donc de la promotion de l'art. Et on s'est réunis avec les habitants et quelques voisins. On n'était pas très nombreux à l'époque, mais heureusement on était appuyés par les membres de l'association artistes. Et on s'est demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire pour le quartier. Et très rapidement, on a décidé donc de prendre les choses en main et de repeindre tout simplement nos maisons qui étaient également dans un très mauvais état. Et c'est comme ça que l'aventure a démarré. Donc 2014, ça va faire maintenant 10 ans. Donc là, vous voyez à l'image, il y a une des premières maisons qu'on a repeintes. Et là, vous voyez le petit groupe un petit peu, mais composé de beaucoup d'habitants du quartier. Très rapidement également, ben, il y a des maisons qu'on pensait vides qui se sont ouvertes et le lien entre les voisins s'est resserré. Alors, euh, nous avons commencé tout simplement, comme je vous disais, par quelques maisons. On devait avoir 4, 5 maisons. Et on a rapidement communiqué sur les réseaux, si bien que beaucoup de gens sont venus de la Guadeloupe, des autres communes, nous porter main forte. Et de 7 maisons, de 4 maisons, on est passé à 7, à 20. Et l'opération s'est du coup organisée autour de 3 volets, 3 axes principaux. Le premier, c'est celui donc de la valorisation du patrimoine et de l'architecture, notamment des cases créoles traditionnelles. Et le deuxième volet, en fait, qui est arrivé très rapidement également, c'est celui qui consistait à créer des jardins urbains, c'est-à-dire que toutes ces dents creuses autour de nos maisons, on les a investies, on les a nettoyées et on en a fait des jardins urbains. Et le troisième volet, qui était déjà actif par le biais des animations liées à la vie associative, celui de l'animation de quartier, où là, on a pu organiser donc des manifestations, bien sûr autour de l'art, mais également autour de la sensibilisation à l'éco-citoyenneté. Donc voilà, comment ça se passait concrètement? On se réunissait un dimanche sur deux avec au préalable, on a investi et on a embelli les façades de nos maisons, mais très rapidement, on a été contacté par le voisinage et qui nous ont demandé d'intervenir aussi sur leur maison. Au départ, ces personnes étaient assez méfiantes et puis quand ils ont compris un petit peu notre action et ont vu les effets donc bénéfiques sur le quartier, ils ont rapidement adhéré. Donc, on intervient avec les autorisations des propriétaires et on fait des simulations. On se met d'accord sur beaucoup de maisons. On intervient en respectant les couleurs d'origine, mais il arrive que les propriétaires nous demandent voilà, des couleurs particulières. Les premières maisons étaient très colorées et je me suis posé la question de ce choix
Donc on a du jaune, du rouge, on le verra un peu sur les photos tout à l'heure. Et en fait, je pense que ça répondait vraiment à un besoin d'affirmer la présence des personnes sur le quartier. Tout simplement dire voilà, on est là. Nos maisons étaient grises et en décrépitude. Et là, on a décidé de réinvestir notre lieu de vie. Donc, on veut montrer notre présence. Alors, voilà, les effets. Alors, les effets, ils ont été vraiment très, très rapides. C'est-à-dire que quand on repeignait la façade d'une maison, le propriétaire ou l'occupant, très rapidement, passait sur l'amélioration de l'intérieur de la maison. Et ce qu'on a eu aussi, c'est qu'il y a des propriétaires qui prenaient l'initiative eux-mêmes de repeindre les façades. Donc, on a eu très vite un effet d'ensemble. Donc comme je disais, on a eu également, l'apport de personnes, extérieures, notamment des associations. On a été très étonnés, d'être, approchés par des associations aussi qui venaient de pays, étrangers, notamment d'Angleterre ou même des États-Unis, avec des groupes qui recherchaient des actions citoyenne. On a été notamment interviewé par une université qui, du côté de la Louisiane, qui voulait donc mettre au point un certificat en lien avec les engagements éco-citoyens. Nous, on a été portés et boostés, je dois dire, par tout ça. Euh, et on a eu également beaucoup de visites de personnes qui cherchaient des décors ou pour des films ou pour des photos de mode, de tournage, etc. Ça a contribué énormément à changer l'image qui était désastreuse du quartier. Quand on disait de quel quartier on venait, bon, on nous présentait nos condoléances, hein, carrément. Donc là, en quelques années, le quartier Vatable a vraiment, vraiment changé de réputation et d'image. Voilà, donc des photos, où vous pouvez constater l'état des bâtiments. Alors, certains bâtiments avaient l'air en très mauvais état et en fait, une fois qu'on a repeint le bois, si le bâtiment n'a pas pris d'eau, en fait, n'a pas trop souffert, eh ben, il retrouve une jeunesse, hein. Et, euh, et les effets sont assez impressionnants. Le résultat. Donc, l'axe 2, donc là, il s'agit de créer des jardins, donc différents types de jardins. On a un jardin potager, un jardin créole, comme on dit, c'est un jardin qui a eu donc les productions de fruits, légumes, mais aussi qui produit beaucoup de plantes médicinales, avec donc derrière la transmission du savoir. Autour de ce jardin, je dois dire que ça a été vraiment le cœur de l'opération, puisque c'est un lieu qui a créé beaucoup de convivialité et beaucoup d'échanges. C'est un lieu en plus qui vivait la semaine après le travail, on s'y retrouve volontiers. Et en plus, c'est un lieu qui rapidement a été utile en termes de création de lieux de fraîcheur. Donc différents types de jardins, des jardins à thème et des jardins où la place de l'art est très importante puisqu'on a eu beaucoup d'apports de personnes donc dans le street art, d'artistes qui sont venus faire des fresques ou poser des œuvres, des sculptures et voilà certains éléments de compositions voilà, artistiques qui viennent agrémenter et surtout donner une fonction, c'est-à-dire des lieux qui étaient complètement délaissés et qui esthétiquement vraiment tiraient le quartier vers le bas, deviennent des espaces d'attraction. Donc là, pareil, un investissement. Donc c'est une semaine sur deux, on se réunit, on met en place les jardins. Certains jardins, enfin à chaque jardin bien sûr, au départ il y a une phase de conception.
Ensuite, il faut trouver les moyens de le mettre en œuvre et en fonction également du niveau de traitement qu'on souhaite, donc c'est plus ou moins de moyens. Le jardin qui nous a demandé le plus de moyens, c'est le jardin Zen avec, donc un confrère, architecte, paysagiste qui nous a donné un coup de main, monsieur JB Lamas, et une entreprise également qui nous a aidés à concevoir et à mettre en œuvre ce jardin. Donc aujourd'hui, cet espace, accueille ou ces espaces, de façon générale, accueillent énormément de visiteurs. L'association participe à toutes les animations, même au niveau national, rendez-vous au jardin, fête de la nature, et cetera. Mais surtout, il est très apprécié par les écoles qui sont aux alentours. Il y a beaucoup d'écoles à Pointe-à-Pitre. Donc, on voit les plus petits aux plus grands. Récemment, on a reçu des collégiens et des lycéens. Et je leur parle effectivement de du concept, hein, Plus belle la rue. Ah, je n'ai pas parlé du nom. Donc, Plus belle la rue, en créole, ça veut dire la plus belle rue, tout simplement. Et leur expliquer qu'en fait, ce concept veut faire passer le message qu'en fait, chacun d'eux ou chacun de nous a la possibilité d'avoir une action qui peut être positive sur son environnement. Voilà. Donc là, on en est à 7 jardins et, et on en a d'autres dans les tuyaux. Là, je vous donne, j'illustre par cette image donc l'état, hein, des parcelles dans lesquelles on les récupère et ensuite quel type de rendu on peut avoir. Donc on a d'un côté un jardin, là c'est plutôt du gravier, il y a quelques plantes dans le fond, mais cet espace en fait il est très apprécié des touristes qui viennent photographier. Les fleurs ont été faites avec des tôles d'une maison qui avait brûlé, donc Jean-Charles, le papillon Alpacman qui est très connu chez nous et d'ailleurs ailleurs pour ses belles fresques. Là, nous avons au milieu le jardin Zen, un espace très apprécié aussi par les collégiens. Entre midi et deux, ils viennent volontiers s'asseoir et profiter de l'espace. Et on a un jardin qu'on a appelé jardin pneu, où là, on a planté dans des pneus des plantes qui ont grandi depuis. Ça fait un très très bel espace. Il faut savoir que le jardin pneu, par exemple, c'était un espace délaissé. Le propriétaire avait commencé des travaux qu'il n'a pas pu terminer et il avait creusé. Donc, on avait une mare tout à fait pas agréable du tout à cet endroit. Donc, on a comblé et voilà, on a planté. Alors, ces jardins nous demandent quand même beaucoup d'entretien. Et là, moi, les personnes qui viennent me voir, je leur dis attention, d'abord derrière chaque jardin, on a un jardinier. Et en plus, un jardin, c'est pas tout de planter, c'est vraiment de l'entretien régulier. Sinon, en plus, en Guadeloupe, je peux vous dire qu'au bout de 3 semaines, il n'y a plus de jardin, on a la jungle à la place. Donc, voilà. Quelques exemples de récoltes, c'est toujours bien de rappeler. Voilà, on a des productions qui bougent tout le temps. Alors, on est vraiment sur la production à petite échelle. Elle profite aux membres de l'association, aux habitants. Il y a une production assez importante de plantes médicinales. Donc là, autour de ces plantes, il y a beaucoup d'échanges. Et j'ai été étonnée en recevant dernièrement des enfants des classes CM1 et CM2, de voir le niveau de connaissance qu'ils avaient par rapport aux fruits et aux légumes et à toutes les plantes qu'on peut produire. Ce n'était pas le cas il y a 10 ans. Ils ne connaissaient rien. Et là, on sent qu'il y a un intérêt donc à toutes ces choses. Alors je pense que le travail au niveau des écoles
est important. Non, nous, on est content de contribuer à l'ouverture d'esprit sur ces thématiques et à pouvoir donner la possibilité d'expérimenter sur place la production de telle ou telle licence. Le troisième volet, qui est un volet beaucoup plus classique, hein, c'est le volet animation. Donc nous proposons des rencontres hein, thématiques autour du jardinage, mais également du bien-être, du patrimoine, avec pas mal d'animations qui ont tout un côté qui met en avant la solidarité, donc comme la Gratiféria, qui est un marché de troc où tout est gratuit, des animations en fin d'année où il y a des repas qui sont distribués gratuitement à la population, des projections de cinéma en plein air, chacun amène sa chaise, on s'assoit, souvent on invite le réalisateur, donc il s'ensuit un débat avec le créateur du film qu'on vient de visionner. Ce volet animation est très très important parce que c'est celui qui permet le lien social. Et c'est un quartier aussi qui a été occupé par une population qui venait de l'extérieur, notamment une population étrangère. Et les tensions entre les Guadeloupéens, les gens de Saint-Domingue, les personnes qui venaient euh, d'Haïti étaient parfois tendues. Et je dois dire que depuis quelques années, tout ça s'est détendu. Donc ça se traduit comment? Ben, tout simplement, les personnes qui se croisent, elles se disent bonjour. Ces personnes n'hésitent plus à venir dans le jardin. On a parfois des petits réglages à faire entre voisins par rapport au mode de vie. Par exemple, les personnes à Saint-Domingue, en général, elles font la fête le dimanche soir. Et voilà, ça a été, c'est quelque chose qui a pris du temps. Donc, ça crée beaucoup de nuisances sonores et une cohabitation parfois qui est un petit peu difficile. Au fur et à mesure, on constate que dans le quartier, on apprend à vivre en se respectant mutuellement et puis en préservant donc un esprit de bon voisinage. Ouais, donc, comme je disais, hein, avec ces animations, une meilleure cohésion, une ouverture aussi sur l'extérieur, parce qu'on a beaucoup de visiteurs. Ça crée aussi des adhésions par rapport à l'opération, avec des personnes qui viennent nous voir régulièrement pour participer. Parfois, c'est qu'une fois, et puis des fois, c'est plus longtemps. Il y a également des projets qui tournent autour de l'opération Kibellari. Alors, c'est vrai qu'à une époque, ça a été euh, très riche parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui voulaient venir dans le quartier. On a l'impression qu'ils attendaient le déclic. Et autour de Kibellari, on a eu vraiment beaucoup de projets, aussi bien des projets en lien avec euh, l'installation de nouvelles activités, entreprises, beaucoup tournées vers la valorisation du savoir-faire local. Et mais on a également été en contact, et d'ailleurs 2-3 personnes ont monté ce projet de visite touristique qui passait par Kibellari. Aujourd'hui, on accueille le quartier plutôt est traversé par beaucoup de visites qui sont proposées ou en tuk-tuk ou à pied. Et d'ailleurs, l'association a créé un circuit numérique, un site qui permet de découvrir point-à-pitre sur différentes thématiques, street art, jardin, et effectivement, histoire,
architecture et histoire, enfin voilà. Donc émergence de projets portés par les habitants, solidarité de voisinage et apaisement du climat social. Donc quelques chiffres, hein. Depuis 10 ans, nous avons rénové une soixantaine de façades, créé 7 jardins partagés. Il y a à peu près une quarantaine de bénévoles réguliers, 750 bénévoles visiteurs, souvent des groupes aussi des clubs services. On a eu 5 pays visiteurs. L'opération a démarré en 2014 et on a plus de 1000 visiteurs par an. Les effets constatés depuis Bellary. Alors, aujourd'hui, notre action est un peu diluée parce qu'il y a beaucoup de façades qui sont repeintes et il faudrait même qu'on repeigne les façades qu'on a mises en couleur il y a 10 ans, parce qu'elles vieillissent également. Mais ce qu'on voit, c'est que à la place des grandes parcelles, on a des projets qui émergent. Ils sont portés par différents acteurs du territoire. De nouveaux habitants s'installent. Là, actuellement, beaucoup de propriétaires réinvestissent leur immeuble et retapent en vue de faire de la location. On a également beaucoup d'entreprises qui souhaitent s'installer sur le quartier. C'est vrai qu'on a bénéficié également de la construction du nouveau tribunal, hein, ça a été une belle locomotive également sur le quartier. L'image du quartier donc a vraiment changé. On a eu énormément de reportages et notamment une émission. Alors, c'est marrant, j'avais rencontré des touristes qui étaient dans le coin. On a eu l'émission Échappée belle qui a parlé du quartier. Et ces personnes me disaient qu'ils avaient noté tous les sujets évoqués dans cette émission et qui faisaient le tour de la Guadeloupe en fonction des sujets. Donc, Petit Bellary en faisait partie. Et là, au fil du temps, c'est vrai que cette image donc valorisée, on va dire, a pris le pas sur la mauvaise réputation qu'avait le quartier. On peut pas dire que tous les trafics ont été anéantis ou bien, mais en tout cas, il y a plus ce sentiment d'insécurité, les gens se connaissent et il y a un respect mutuel. Alors, il y a encore de la prostitution, mais voilà, elle se fait sans tension, on va dire. Donc, on est également dans une mission de promotion du patrimoine et architectural et culturel de la ville. Donc, là, les groupes qu'on reçoit, on a un discours effectivement de sensibilisation à l'éco-citoyenneté, mais également de sensibilisation par rapport à notre patrimoine, euh, qui est très riche et qui est parfois malmené parce qu'on considère que ce sont des vieilles maisons et c'est vrai que quand elles ne sont pas remises en état, elles ne sont pas toujours esthétiquement très attrayantes. Alors, sensibilisation à l'éco-citoyenneté, ce que je disais, promotion de la qualité environnementale et sensibilisation à l'engagement citoyen. C'est vrai que la sensibilisation en direction des jeunes est très importante parce qu'ils saisissent assez rapidement l'intérêt de s'engager. Alors, même s'ils ne le font pas tout de suite, mais en tout cas, j'ai de bons retours. Ils l'envisagent en tout cas. Alors, comme je disais, il y a beaucoup de projets, donc en dehors de Petit-Bellary. Sur le quartier, on est concerné par la création d'un quartier d'affaires autour du tribunal qui concerne les parcelles qu'on a investies. L'idée, c'est pas de prendre la place définitivement, c'est vraiment justement de laisser la place à une mutation urbaine qui soit pérenne et qui puisse être autonome par rapport à Plus-Bellary en tout cas. Voilà. Je pense qu'on arrive, nous, à la fin d'un processus
où d'abord on est un petit peu fatigué au bout de 10 ans, mais vraiment où on sent que bientôt on pourra se positionner sur d'autres aspects, sur la promotion et la création et la promotion de ces circuits qu'on a pu créer en lien aussi avec les artistes, sur toujours la sensibilisation à l'éco-citoyenneté, peut-être à la création d'espaces verts un peu plus pérennes. Enfin, voilà. Mais en tout cas, euh, et puis on passe le relais également aux propriétaires privés qui ont la volonté maintenant de réinvestir le quartier. Les acteurs et les partenaires principaux sur cette opération, euh, alors c'est une opération qui a toujours gardé son indépendance, ça veut dire que on n'a jamais dépendu d'un partenaire en priorité. Nous ont accompagnés à certains moments et pas à d'autres, ça ne nous a pas empêché d'avancer. On a quand même deux partenaires principaux qui nous suivent depuis le départ. C'est une entreprise de peinture, donc Siapoc qui nous a donné la peinture gratuitement depuis le début, en répondant aux commandes de couleurs qu'on voulait, parce qu'au départ, les partenaires qu'on avait été voir dans ce sens nous donnaient que du bleu, je sais pas pourquoi, c'était peut-être des invendus. Mais donc deux partenaires, hein, Siapoc, je disais, qui donnait la peinture, et l'autre qui donnait du matériel. Ensuite, on a pu avancer avec quelques subventions dans le cadre de la politique de la ville notamment, et le ministère des Outre-mer nous avait également porté son appui. Un peu de la région, un peu le département, mais je dois dire que les collectivités locales ont toujours été très timides par rapport à cette opération, ceux qui n'ont pas compris le sens. La municipalité, ils nous ont toujours appuyés, en tout cas psychologiquement, je sais pas comment dire. Il y a pas eu de sous, mais en tout cas, on avait leur appui dans l'idée. Et quelques opérateurs privés, voilà, qui nous ont accompagnés ponctuellement. Donc voilà, là, c'est quelques photos plus d'ambiance de ce qu'on attend par le biais du quartier d'affaires sur le quartier du Gommier. Là, c'est l'illustration. Cette opération, donc quartier d'affaires, là, est à l'état de programmation urbaine et viendra donc recouvrir les secteurs depuis Bellary. On est situé sur le quartier du Gommier. Donc la démarche, en fait, cette opération s'inscrit dans une démarche partenariale avec l'idée qu'on ait un partenariat dans deux directions, que j'appelle horizontales. Donc ça veut dire que c'est tous les partenariats avec les autres associations, avec toutes les personnes qui sont vraiment sur le terrain. Et on a souhaité aussi s'inscrire dans un partenariat vertical parce que on a pu rentrer en discussion à peu près dans toutes les instances. En fait, on a créé une association, donc Groupement Citoyen Pointois, qui s'est positionnée sur notamment tous les documents de cadrage et qui essaie d'être présente sur tous les projets structurants sur Pointe-à-Pitre de façon plus large, en tout cas le centre ancien et le quartier en particulier. Donc, on a pu échanger sur... en fait, le groupement citoyen pointois nous a permis de mettre en place une concertation basée sur l'expertise d'usage. Donc, pour ce faire, j'étais accompagnée par plusieurs de mes confrères, architectes et urbanistes, qui ont joué le jeu. Et à la suite de ces ateliers, on a pu vraiment mettre au point un programme d'action. Il ressemblait de très près à un programme politique, en fait. Et en fait, pour tout vous dire, c'est par ce biais-là que je me suis retrouvée directrice de cabinet à côté du maire actuel. Parce que
tous les candidats au moment des élections sont un peu venus chercher des idées et ça a matché avec le maire actuel de Pointe-à-Pitre. On se rejoignait sur beaucoup de choses, notamment sur la place de la citoyenneté par rapport à leur implication dans le fonctionnement de la ville. Pointe-à-Pitre, on a récupéré Pointe-à-Pitre dans un état financier assez catastrophique puisqu'on avait 80 millions de déficit et surtout des projets qui étaient à l'arrêt. En fait, la démarche qui a été initiée au niveau de Pibellari a tout simplement continué au niveau de la municipalité où on a mis en place donc un système de concertation par le biais de plusieurs dispositifs, notamment moi un quartier qui consiste à ce que la municipalité descende dans les quartiers une fois par mois et puisse rencontrer toute la population. Par le biais également de la remise en marche de tous les partenariats donc avec les grands partenaires, l'État, le PF, le Grand Port Maritime, puisque tout le littoral de Pointe-à-Pitre est occupé par le Grand Port Maritime, les SEM, voilà. Et en fait, on est également dans un processus et une démarche de participation partagée. Voilà. Avec des résultats à l'échelle de Pointe-à-Pitre qui sont aussi très prometteurs. Donc, les maîtres mots, hein, participation citoyenne, expertise d'usage, adhésion citoyenne. C'est très important que les citoyens participent à la vie de la cité. Intelligence collective, parce qu'on est toujours plus intelligent avec plusieurs expertises. Et la principale caractéristique de cette opération, et c'est vraiment le caractère à retenir en ce qui concerne la duplication de ce modèle, c'est que les prescripteurs sont aussi les bénéficiaires. Donc, comme je disais, en fait, je nommais un petit peu les différents partenaires, ils sont assez classiques, hein. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'être dans un processus de recherche de synergie sur des projets. Je pense que sur les grandes lignes, que ce soit les institutions, de l'État aux collectivités locales, sont un peu dans le même discours. Mais dans les faits, il s'agit de trouver des projets où chacun puisse amener sa pierre à l'édifice. Alors, je ne dis pas que c'est toujours facile, hein. Il y a des partenaires avec qui c'est plus compliqué de discuter, mais une fois qu'on a adhéré aux objectifs généraux, c'est beaucoup plus simple d'avancer. Une demande croissante. Alors, au niveau des maîtres d'ouvrage, je vais parler plus de ce que je connais, hein, de la Guadeloupe. On est, et plus particulièrement de Pointe-à-Pitre, on est vraiment dans un processus, une recherche de recyclage urbain d'abord, parce que Pointe-à-Pitre a un potentiel assez important. Je vous disais beaucoup d'encre, je vous ai parlé du quartier, mais c'est une caractéristique sur l'ensemble du territoire. Et ça met à disposition donc de la transformation urbaine beaucoup d'espaces qui peuvent être qualifiés et occupés. On a une problématique quand même qui ralentit le processus de mutation ou de transformation urbaine, c'est la problématique liée aux indivisions. Là, on est en train d'essayer par le biais de l'EPF de récupérer des parcelles, donc par le biais de DUP, de déclarations d'abandon manifeste. Mais je dois dire que c'est assez compliqué. Donc, l'objectif est ou de remembrer ou de mettre à disposition à des porteurs de projets qui sont prêts à investir à Pointe-à-Pitre des parcelles qui leur permettent d'installer leur projet. On est dans ce processus de rénovation de façon générale au niveau des quartiers, mais aussi au niveau de
certaines opérations d'ampleur ou de résidence où là, pendant des années, on sait, où les SEM ou bien les maîtres d'ouvrage ou les propriétaires, heu, se sont juste contentés, de remettre, en état plus ou moins bien toutes ces résidences et là, on a à Pointe-à-Pitre vraiment de problèmes, liés, à la vie de ces résidences. Hem On retrouve les mêmes, problématiques et les mêmes tensions qu'on trouvait, à l'époque dans le quartier, du Gommier, le quartier de Pied-Bel-Argis. Et là, beaucoup de maîtres d'ouvrage essaient donc de mettre en place une implication beaucoup plus forte des habitants. Donc cette demande, je pense qu'elle n'est pas encore, complètement, satisfaite parce Heu, que ce soit les architectes, que ce soit les différents acteurs, du bâtiment, de la construction, n'ont pas forcément cette compétence ou cette approche. Voilà. On demande à un architecte ce matin, j'ai une jeune architecte qui m'envoyait une demande pour, savoir si je connaissais un autre architecte qui était, spécialisé dans la concertation. J'en connais une parce qu'elle a, qui est jeune et qui a travaillé, sur Pointe-à-Pitre sur différents projets et qui a été chargée de la concertation. Mais sinon, je dois dire que, pour l'instant, la profession n'a pas encore embrassé ce volet. Alors, ce qui risque de se passer, c'est qu'effectivement, il y a des personnes qui ont cette compétence, hein, on a déjà, testé sur des opérations, notamment de rénovation urbaine avec, un volet, concertation et ce volet est organisé complètement, à l'écart de la mise au point du projet. Donc on dit: «Il faut de la concertation», donc on rencontre les gens, on dit: «Qu'est-ce que vous voulez?» Voilà, tout se passe bien et puis après, on a le projet. Donc on passe les dossiers, on passe quelques demandes formalisées, mais ça s'arrête là. À aucun moment, on arrive pour l'instant à avoir une adhésion, qui s'étende dans le temps et surtout une implication, des futurs usagers ou des usagers dans la réalisation, ou bien le fonctionnement, d'un espace ou d'un lieu ou d'un projet. Alors, c'est vrai que pendant longtemps, cette concertation n'était pas forcément bien accueillie des politiques parce que, je pense qu'ils craignaient que cet espace de concertation puisse donner lieu tout simplement à des manifestations d'opposition, voilà. Pour avoir, donc expérimenté, ce processus de concertation, il faut savoir que les premières réunions, c'est des réunions, surtout quand on a affaire à des personnes qui vivent dans des espaces, problématiques, en fait, qui posent certaines problématiques, elles seront amenées à exprimer leur mécontentement. Mais ce qui est intéressant, c'est d'aller un peu plus loin. En général, ce qui est un peu négligé, c'est la la mise à disposition de connaissances à ces personnes. Et une fois qu'elles ont compris et qu'elles ont certains éléments qui leur permettent d'aller plus loin, et ben, ça devient très intéressant de travailler sur des objectifs et parfois qui rejoignent naturellement, l'objectif, ou la vision politique. Voilà, mais ça, c'est un processus qui prend un peu de temps et qui quand même à l'arrivée, vaut le coup parce que, quand on travaille sur un projet où les usagers sont impliqués dès le départ, à l'arrivée, c'est eux qui font les réglages adéquats pour permettre à un projet de vivre dans un bon, dans une bonne dynamique. Voilà. Donc, là, au niveau des professions donc de conception de la ville ou d'opérations, voilà, même à l'échelle de résidences, de bâtiments,
c'est très important de pouvoir, se poser la question sur le renforcement de cette compétence pour qu'elle ne nous échappe pas, tout simplement. Donc, en fait, je viens de résumer un petit peu, pas par le même, le même plan, mais en fait, ce qui est, indiqué sur la slide, c'est-à-dire, du côté de maître d'ouvrage, on est vraiment sur, l'idée de renouveler la ville, sur elle-même. On est de toute manière dans une démarche de développement, durable avec, par exemple, sur Pointe-à-Pitre, l'ambition d'avoir la ville du quart d'heure, hein, et de pouvoir aussi augmenter sa population, qui est de moins de 15 000 habitants, de faire venir une nouvelle population en proposant donc de diminuer la place de la voiture et de pouvoir faciliter les déplacements ou à pied ou en transport en commun. Euh, et offrir, tous les services qui sont liés à la proximité, que peut proposer une ville telle que Pointe-à-Pitre. Hem, sur le côté, des usagers et ben, cette demande elle est forte, hein, quand même, hein, de participer à la vie de la cité, de réfléchir, au devenir de leur quartier et de leur, environnement immédiat, de pouvoir participer à des actions en lien avec, le développement durable et l'adaptation au changement climatique, hein, par la création, d'espaces verts, par la gestion de ces espaces et pouvoir aussi profiter d'espaces, ouverts, semi-privés ou semi-publics, puisque en Guadeloupe, on a cette chance de pouvoir, vivre un peu à l'extérieur et on a hérité de ce qu'on appelle le lacon. Hem, En fait, elle, nous vient du fait que, beaucoup de maisons étaient installées autour d'une cour, semi-privée où les personnes se réunissaient et on retrouve un petit peu ce modèle-là, même dans les résidences, plus modernes, enfin plus récentes plutôt, qui sont un petit peu vieillissantes actuellement, où les bâtiments et les logements sont en très mauvais état, mais où on garde une cohésion, entre voisins et une vie, commune à travers tous ces espaces qui sont, au centre des résidences. Donc, je me rappelle, à une des premières réunions pour la deuxième rénovation urbaine, la rencontre avec, les habitants, donc une grande réunion de concertation. On a expliqué avec plein de diapos, plein de belles images, ce qu'allait devenir le quartier et à la fin, il y a pas eu beaucoup de questions, mais il y a une jeune femme qui a levé la main et qui a posé la question suivante: est-ce que quand on va déménager, je serai installée à côté de ma voisine? Voilà. Et en fait, cette dame qui avait des enfants, donc pouvait facilement laisser ses enfants à la voisine et naturellement, cette dame s'occupait de la personne, donc senior, c'est et voilà, c'était en quelque sorte une famille, recomposée et on a pu constater en fait que beaucoup de personnes avaient souffert du fait, ils ont profité effectivement d'un relogement, beaucoup plus moderne, beaucoup plus, intéressant du point de vue, voilà, habitation, enfin selon nos critères. Mais le lien humain avait été rompu et beaucoup de personnes, après, ces rénovations urbaines ont été en souffrance. Voilà et en plus, on a, pu constater que du point de vue, éducation, jeunesse, on s'était passé quand même, de d'un apport et puis d'un contrôle, on va dire parental, qui aurait pu être maintenu. Voilà. Donc ces quartiers, ont donné lieu à la naissance de beaucoup de délinquance et puis de jeunes qui pour l'instant n'ont pas encore trouvé
l'envoi. Donc, Pointe-à-Pitre, effectivement, est réputé un petit peu pour ça. Juste pour info, Pointe-à-Pitre, les dernières années, plutôt a basé son développement plus sur le logement social. Donc, on s'est retrouvé avec 70% de logement social, avec tous les effets induits que ça présente. Donc, là, l'idée, c'est de rééquilibrer en stoppant ce logement social et en rééquilibrant pour avoir une société un peu plus diversifiée, et notamment des offres de logement diversifiées. Donc là, voilà, le côté des usagers, la demande est quand même prégnante. Les grands partenaires financiers, de toute façon, maintenant, ça fait un moment quand même, qu'on demande que la prise en compte des besoins des habitants et d'intégrer la concertation dans tous les projets. Mais pour moi, il y a concertation et concertation. Voilà, il y a une vraie concertation où vraiment on prend le temps de discuter avec les personnes et de traduire les attentes et de faire le lien avec la vision politique et celle attendue, on va dire, par les financeurs de façon générale, enfin je fais un raccourci, et la concertation qui consiste à venir avec un projet et questionner sur des questions, on peut très bien les choisir en plus, ça on sait bien faire, qui n'auront aucune répercussion sur le projet définitif et qui risquent de passer non seulement à côté de réponses concrètes à des problématiques réelles, mais surtout passer à côté de l'adhésion des personnes concernées. Du singulier au général. Donc, voilà, de la stimulation urbaine à la transformation urbaine. Donc voilà, on est parti vraiment d'une opération de stimulation à l'échelle du quartier réduit. Ça s'est étendu. On a eu plusieurs demandes d'intervention sur d'autres communes. Et là, en fait, notre rôle a été juste de dire, mais en fait, le Petit Bel Larry, il dépend des personnes et il a de sens que s'il est mis en place par les personnes qui sont concernées directement. Mais par contre, on peut, comme ça nous arrivait, on peut accompagner dans l'ingénierie, dans la mise en œuvre du dispositif. Donc, plusieurs communes ont fait appel à nous. Et, donc, voilà, en fait, là, je reviendrai un petit peu sur oui, la mise en place sur les autres communes, etc. Là, c'est plutôt comment passer de la stimulation à la mise en œuvre du projet. En fait, une fois que les bases sont posées, les autres partenaires doivent être intégrés, mais surtout être j'allais redire stimuler, mais être interpellé sur leur champ d'action. Donc là, de la rénovation de quelques façades, de la création de quelques jardins, on est passé à un projet plus structuré en discutant avec la communauté d'agglomération, avec l'EPF, avec la ville, avec également l'État, parce que l'État était très présente, notamment par le biais de la sous-préfecture, parce qu'ils avaient installé d'abord la sous-préfecture et à proximité du quartier, et d'autre part, le, le, le palais de justice est installé également dans le quartier. Quand cette opération, avant qu'elle soit livrée, la sous-préfecture a fait appel à l'association en disant, voilà, nous on vient s'installer, on a des maisons qui sont en très mauvais état, on est vraiment dans un environnement insalubre, est-ce que vous pouvez intervenir? Et en fait, ça nous a ouvert la porte pour pouvoir discuter en disant, ben nous, on veut bien, donc on a repeint 2-3 façades, on a fait un petit jardin, on a créé des fresques, mais dans la foulée,
autour de la table a été invité l'EPF. Et avec l'EPF, on a pu discuter, et la ville, avec eux, on a pu partir sur l'idée d'aller un peu plus loin et de construire ce quartier d'affaires. Donc c'est par ce biais-là, en fait, qu'on a pu avancer sur l'idée, mais c'est pas nous qui avons mis directement en marche le processus de conception. Et ça, c'est des personnes effectivement qui ont la possibilité de le faire. Donc, le projet de quartier d'affaires a été impulsé par la ville et par l'EPF. Voilà. Mise en œuvre du projet. Là, l'EPF devra mettre en place, autour d'une programmation établie, des appels à projets. Et d'ici 2-3 ans, on espère voir pousser quelques nouvelles constructions qui vont remplacer donc ces parcelles qui ont été libérées depuis, mais qui sont en attente en fait hein, de ces nouveaux projets qui vont consolider et qui vont rendre réelle en fait cette vision et qui vont transformer complètement ce quartier au départ qui était en très mauvais état. Donc voilà, on est vraiment dans un processus de construction, d'impulsion. En fait, au départ, l'opération Pibellari, l'objectif c'était vraiment d'impulser. Et tant qu'il s'agissait du soft, c'est-à-dire la possibilité d'avoir des petites entreprises qui viennent reprendre possession des espaces, de nouveaux habitants à l'échelle des parcelles, à l'échelle des petites maisons de ville qu'on a, on sent que l'impulsion, elle est directe. Mais pour passer à un autre processus, notre mission, elle est vraiment plus de dire, voilà, nous, habitants du quartier, on ne veut pas se contenter de ça. On s'intègre dans une volonté de renouveler notre quartier et puis d'accompagner d'être aussi acteur dans un processus de renouvellement urbain à l'échelle voilà, classique qu'on peut la connaître. Hein, voilà. Donc, voilà, c'est ça. J'étais un peu partie rapidement, mais oui, cette opération a servi de modèle donc, sur plusieurs autres communes, notamment les Abymes, Morne-à-l'Eau. Et on a été sollicité aussi sur plusieurs pays d'Afrique, donc le Bénin, le Cameroun, Madagascar, parce que les problématiques de base sont un petit peu les mêmes. Du point de vue économique, c'est pas une opération, même si on a besoin hein, toujours un peu d'apport financier, mais c'est vraiment une opération qui est basée sur la main-d'œuvre locale et enfin locale du cru même et sur cette volonté, c'est surtout l'idée qu'on puisse avancer avec nos différentes qualités. Non, je dirais plus différemment. En fait, en Guadeloupe, on a tendance à dire, à attendre, voilà, être dans un état un peu d'attente et en demandant, voilà, enfin en Guadeloupe, on dit quel État a fait pour nous, qu'est-ce que l'État fait pour nous, qu'est-ce que la municipalité fait pour nous, etc. Et en fait, Pribellari a donné un exemple qui, je pense, a fait son petit bonhomme de chemin, qui dit, bon, on peut demander, mais on est plus légitime à demander si nous on fait. Et je dois dire que si on prend le temps un petit peu de regarder, quand on a commencé cette opération, c'est vrai que bon, ça vous paraît sympa comme ça, mais on était très en colère. Les habitants étaient très en colère. Et quand on a commencé à trouver des solutions et surtout à mettre en action, cette colère ou cette énergie colérique s'est transformée vraiment en motivation et ça nous a permis d'ouvrir des portes, de dire bon ben nous on fait
Donc maintenant, qu'est-ce que vous faites en complément? Voilà. Donc c'est un petit peu ce cette démarche, cette approche qu'on explique à d'autres associations. Je pense à une association qui œuvre pas très loin dans le quartier de l'assainissement, qui est confrontée aux mêmes problématiques au départ que nous. Et là, j'ai eu le président de l'association qui avait rendez-vous avec Cap Excellence, qui doit rencontrer donc le président de la communauté d'agglomération. Voilà, les portes s'ouvrent parce qu'ils ont commencé les actions. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, contre-pouvoir citoyen. C'est ce que je voulais rajouter. Alors, donc c'est une opération aussi qui apparaît comme opération référente hein, au niveau national dans le guide des solutions pour rafraîchir les villes, par exemple. On a participé récemment, on a eu un prix, le prix du public. On a participé donc au Green Solution Award, donc c'était très valorisant pour nous. Et l'idée, c'était de récompenser des opérations qui puissent effectivement être dupliquées ou servir d'exemple. On participe volontiers au débat sur la transition écologique hein, avec les illustrations de nos actions. Bon là c'était un peu enfin oui, ça fait toujours plaisir de voir. Donc là un tournage d'une émission américaine. Récemment, on a reçu une télé allemande aussi. Ben voilà, là j'ai fait un petit peu le tour et puis je suis à disposition pour répondre aux questions. Je vous remercie. Merci beaucoup, Sylvie. Intervention particulièrement claire et très engageante. Alors, j'ai pas repéré de questions dans l'onglet QR. N'hésitez pas à les poser, peut-être au regard de cette expérimentation en Guadeloupe et peut-être en métropole. C'est vrai que vous avez parlé de l'international et j'avais cette question qui me taraudait particulièrement. Est-ce que justement cette expérience-là, sachant que tous les territoires ne sont pas les mêmes, est-ce qu'en métropole notamment, vous êtes sollicité ou pas, ou peut-être récemment? Alors, non, à part, on est surtout interrogé sur la création donc d'espaces de lieux de rafraîchissement. Mais c'est vrai que les problématiques ne sont pas vraiment les mêmes aux Antilles. Donc là, c'est plus sur les autres départements d'outre-mer, par exemple en Martinique, je sais qu'il y a une opération Plus belle Martinique ou Plus belle Fort-de-France qui ont été faites, donc qui s'inspirent de cette opération. D'ailleurs, là, on n'avait pas été spécialement contacté, mais bon, c'est pas grave, hein. L'idée, c'est que c'est toujours satisfaisant de voir qu'on peut inspirer et, euh, et répondre à enfin apporter ou proposer des solutions, voilà, qui n'avaient pas été envisagées autrement. Oui, merci. Et on a une question, Sylvie, j'en aurai une autre, moi, après. Anne, Boris, hein, merci beaucoup pour partager cette expérience réussie qui met l'habitant au cœur de l'action. Et comme le disait Sylvie, effectivement, tout du long du processus, qui est souvent peu le cas, puisque on concerte et on abandonne très vite. Bonne soirée et merci. Pas plus à la formation. Merci, Boris. Et merci à Sylvie, Adélaïde, bien sûr. Euh, Moi, j'avais une question aussi concernant la vie du quart d'heure, notamment qui a été enclenchée par Moreno. C'est que c'est effectivement une façon de voir le monde de demain particulièrement intéressante. Est-ce que ça se met en place, justement, vous parliez de cet exemple de cette personne qui voulait pas être délocalisée de sa voisine, qui l'aidait concernant la garde de ses enfants. Est-ce que c'est en cours? Est-ce que Pointe-à-Pitre est vraiment là un lieu d'expérimentation de la vie du quart d'heure ou comment ça se manifeste? Alors, oui, là, on est en train de mettre en place donc une stratégie hein, qui bien sûr est déclinée sur plusieurs volets et notamment Pointe-à-Pitre. Il faut savoir que
euh, en Guadeloupe, c'est le tout voiture, hein, vraiment le tout voiture. Pointe-à-Pitre est quand même une ville, comme je disais, qui accueille beaucoup de logements sociaux et qui est un petit peu moins concernée par, un petit peu moins concernée par les habitants. Certains n'ont pas de voiture, donc on choisit aussi Pointe-à-Pitre pour cette proximité. Mais par contre, on est vraiment dans une démarche de construction d'une ville où le transport en commun, on travaille avec les SMT sur un projet de transport commun en site propre, donc qui va traverser le centre-ville. Et l'idée de pouvoir réduire les places de la voiture en instaurant des circuits piétons. Ouais. Euh, pour l'instant, on en est à la phase de planification et, et on est également dans ce processus donc de réinvestissement de ces dents creuses, puisque tout ça va de pair en fait, hein. Donc il faut pouvoir également proposer les services, les commerces et tout ce qui permettrait à un habitant d'accéder à toutes ces fonctions qu'offre la ville sans prendre sa voiture. Donc oui, oui, on est dans ce processus. Ce ne sera pas du jour au lendemain, Non, c'est mais certain. voilà. Mais pour répondre à votre première question, en fait, euh, je ne crois pas que ce modèle puisse forcément être calqué pour des il peut être adapté bien sûr puisqu'il y a la démarche aux villes de certaines villes de France, mais on a quand même la problématique liée au fonctionnement des quartiers un peu sensibles, où ce modèle pourrait inspirer. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup d'associations hein, dans ces quartiers qui sont très actifs, mais je pense qu'on est plutôt sur des volets animation. On n'est pas sur le volet réappropriation des Mm, espaces. mm. Et je pense que ça peut être une bonne piste. Merci Sylvie. Oui. Question-réponse. D'autres questions à poser à Sylvie Adélaïde? Alors, c'est vrai qu'il est tard chez nous. Oui, c'est ça. Chez vous, il est 14 heures, chez nous, il est 20h30. Tout le monde est fatigué. Écoutez, on va se quitter là. Moi, je vous remercie encore grandement parce que c'était une intervention particulièrement claire qui offre de multiples pistes, qui évidemment questionne justement l'application en fonction des différents territoires, est aussi une action qui se projette vers d'autres modes, d'autres manières de vivre en ville, hein, notamment cette ville du quart d'heure hein, que je trouve particulièrement intéressante au niveau de la décroissance et puis évidemment même du bien-être des habitants au regard de la proximité entre le travail, le lieu de travail et le lieu de vie qui casse peut-être un ensemble de conceptions des rapports sociaux. Et puis ce fameux lien, effectivement, au niveau de la concertation où l'habitant est au cœur de A à Z. C'est ça. Donc merci beaucoup, beaucoup. Et voilà d'ailleurs, Sylvie, si vous ouvrez l'onglet QR, merci, très intéressant. On fait un peu de maquillage et tout le monde retrousse les manches, hein. C'est surprenant, l'effet boule de neige. Et ouais, c'est surprenant, absolument. Frédéric, merci beaucoup pour cette présentation et ce projet remarquable avec les habitants. Ouais. Merci Frédéric. Voilà, Merci. cette présentation et ces couleurs. Bonne soirée à vous. Bah, écoutez, merveilleux, on va se quitter ici. Et Sylvie, je vous remercie encore grandement. Et la webconférence sera évidemment diffusée sur les réseaux sociaux puisque tout le monde n'a pas pu participer à cette web. Bon. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Alors, si vous voulez en savoir plus sur l'opération, comme je disais, il y a plusieurs documentaires qui ont été faits. Et normalement, il y a un documentaire qui sort très bientôt, au mois d'avril, puisqu'il y a Déraciné des ailes qui sont venus à notre rencontre. Donc voilà, en tout cas, je reste à votre disposition si vous voulez avoir plus d'informations, peut-être des choses un peu plus techniques.
voilà, ça a été un plaisir de parler de cette opération. Merci Sylvie. Ça veut dire que si jamais j'ai des demandes de participants qui souhaitent recevoir votre mail, vous m'autorisez à leur donner. Oui, bien sûr, avec plaisir. Très bien, parfait. Merci beaucoup. Je vous souhaite à toutes et à toutes une excellente soirée et Sylvia Adélaïde, à très bientôt. Merci encore. À Merci. très bientôt. Merci À à bientôt. vous.